qu'est-ce qu'on entend dire par un plan d'évacuation? Alors, le plan d'évacuation, tout simplement, c'est une affiche à l'intention des occupants d'un édifice qui indique les mesures à prendre s'il faut évacuer d'urgence. Donc, en fait, dans les établissements, en cas d'incendie, il faut avoir donc un scénario. Ça veut dire comment peut-on réagir si jamais il y a un cas de sinistre qui nous oblige d'évacuer les lieux. Pas forcément l'incendie, parce qu'il y a plusieurs situations qui peuvent nécessiter l'évacuation du personnel d'une entreprise. L'incendie, appel à la bombe, déversement de produits très dangereux avec une grande quantité, une fuite de gaz toxique, une attaque armée, on ne sait jamais, un tremblement de terre, un colis suspect, et ainsi de suite. Mais restant dans les généralités, c'est plutôt l'incendie qui est la situation la plus fréquente et la plus connue. Ce plan-là, il va guider les personnes pour sortir des lieux sinistrés en toute sécurité, mais il peut également servir à l'orientation des premiers secours répondant lors d'une évacuation. Donc, les premiers secours, les pompiers, et ainsi de suite. D'ailleurs, lorsque vous entrez dans une entreprise, la première chose que vous allez voir, voilà, à l'entrée, c'est son plan d'évacuation. Aussi, au niveau de la garotte du jardinier, c'est pas le jardinier, pardon. Voilà, donc le gardien plutôt, il y a toujours un plan d'évacuation en disposition. Si jamais il y a un feu et les pompiers arrivent, ils ont le document, ils peuvent savoir quelles sont les voies les plus proches pour évacuer les personnes et pour extincter le feu. Donc, ça facilite la vie. Et ça, c'est une exigence aussi réglementaire. C'est pas juste question, voilà, de protéger les personnes, mais c'est aussi question de réglementation. On doit retrouver au moins un plan d'évacuation par aire de plancher. Donc, les locaux administratifs, on affiche un plan, la production, on affiche un plan, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il va contenir ce plan d'évacuation en général? Donc, vous avez le plan de masse de l'entreprise. S'il vous plaît, vous pouvez vous-même le rédiger. Si vous avez le plan de masse de l'entreprise, par exemple, une représentation AutoCAD ou bien DraftSight, n'importe quel logiciel de l'entreprise, représentation comme ça, vous pouvez prendre ce document, vous allez rajouter tout simplement les symboles que je vais vous expliquer. Vous pouvez aussi utiliser des logiciels spécialisés comme Hydrao par exemple. Mais l'essentiel, c'est de le faire. Ce n'est pas l'essentiel que c'est vous qui va le faire. Il y a des cabinets aussi qui font cette prestation de service. On vous fait le plan d'évacuation. On réalise le plan d'évacuation et on vous livre ce document-là. Voilà. Donc, déjà prêt. Selon, quand même, quel que soit votre choix, vous devez comprendre les éléments du plan d'évacuation. Il va contenir les emplacements des équipements de première intervention et secours, à savoir les extincteurs, donc là où il existe les extincteurs, imaginons que je suis dans une salle de production, il y a du feu, je ne sais pas, je panique peut-être, je ne sais pas quel est l'extincteur le plus proche. Sur le plan d'évacuation, je vais avoir un guide et ça va me faciliter la vie. Les trousses de premier secours, parce que, encore une fois, dans l'entreprise, vous devez avoir des trousses de premier secours. Encore une fois, pour les trousses de premier secours, ils sont commercialisés. Quand même, la réglementation, il y a quelques éléments que ces kits premier secours doivent contenir et ils ne doivent pas contenir des médicaments. Ce n'est pas pour les médicaments, c'est juste par exemple de l'alcool pour faire des pansements et tout ça en cas d'urgence. Donc, ces kits et ces trousses premier secours, il y en a
donc des entreprises spécialisées qui commercialisent ces trousses avec tous les contenus qu'il faut avoir. Et voilà, vous commandez. L'entreprise commande le nombre selon en fait la superficie, ce qu'elle est grande et ce qu'elle est petite. Donc ça, c'est question aussi de réglementation. Sur le plan d'évacuation, vous indiquez les lieux où il existe donc les trousses premiers secours. Les voies de circulation et les portes d'évacuation. Donc, les voies de circulation les plus proches. Voilà, les portes d'évacuation, par exemple, vous savez, donc il y a des portes qui sont spéciales au niveau de l'entreprise à faire l'évacuation. Elles s'ouvrent dans un seul sens, ça veut dire de l'intérieur vers l'extérieur. Ils ne s'ouvrent pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ce sont des portes, normalement, dans la construction de l'entreprise, le maître d'ouvrage, déjà, il est obligé de les mettre. Donc, vous allez les trouver, tout simplement. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les signaler et vous allez les indiquer sur le plan d'évacuation. Donc, c'est comme une carte, en fait. Les voies de circulation aussi. Les rayas, l'emplacement des rayas, les robinets contre incendie ou bien les robinets d'incendie armés, l'infirmerie de travail, il existe où? Et par la suite, le point de rassemblement, ça veut dire l'endroit où doivent se rassembler les personnes présentes dans un bâtiment lors d'une évacuation pour assurer leur sécurité. Donc, on va choisir un lieu de rassemblement et ce lieu de rassemblement, en cas d'évacuation, toutes les personnes qui existent à l'intérieur, elles doivent être présentes à ce point de rassemblement. Pourquoi? Parce qu'on doit s'assurer que toutes les personnes ont pu quitter les lieux. Donc, toute personne existante à l'intérieur, elle doit être présente là. Sinon, il faut la chercher. Donc, il ne faut pas laisser les personnes dans les lieux sinistrés. Alors, en travaillant comme étant responsable santé et sécurité, en parallèle avec le plan d'évacuation, vous indiquez ces endroits au niveau du plan d'évacuation, mais vous les indiquez aussi au niveau de la réalité. Ça veut dire notamment la signalétique. Les issues de secours, ils doivent être signalées. Donc, les issues de secours, ça veut dire les sorties de secours aménagées dans une pièce pour permettre une évacuation rapide. Donc, vous devez choisir ça et vous devez afficher la direction pour se rendre à la sortie la plus proche. Par exemple, ici, on a la direction à suivre. Donc, vous avez une porte de secours, il doit être signalé comme ça. Et d'ailleurs, ces affiches-là, elles sont aussi commercialisées. Vous pouvez choisir celles qui sont fluorescentes. Peut-être lorsqu'on a un incendie, il y aura une panne d'électricité, donc les voies de secours ne seront plus visibles. Donc, vous pouvez choisir donc celles qui sont fluorescentes. On peut également tracer des lignes sur le plancher. Vous le remarquez peut-être dans les entreprises, des lignes tracées sur le plancher et numérotées. Voilà pour vous indiquer les voies de secours. Voilà, ce qui va faciliter en fait le repérage en plus de simplifier la communication avec le personnel et les pompiers aussi. Ça va leur guider pour facilement travailler. Voilà, donc les voies de secours. Aussi, vous devez indiquer les points de rassemblement sur le plan d'évacuation et sur la réalité. Donc, le point de rassemblement, cette affiche-là, vous l'indiquez sous forme de panneau, bien n'importe. C'est le lieu de rassemblement. Généralement, il se situe à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit dans la partie jardin, s'il n'y a pas de jardin, à l'extérieur carrément. Il doit être assez loin du bâtiment
pour que les personnes évacuées soient en sécurité, sans nuire bien sûr au travail et à la circulation des pompiers répondants. Il doit être clairement identifié. Donc, vous avez le point de rassemblement. Vous choisissez, vous, le lieu du point de rassemblement, de telle sorte que le panneau ou bien l'affiche soit visible pour tout le monde. Il ne doit pas être situé, par exemple, auprès des entrées pour ne pas, donc, nuire à la circulation, voilà, et retarder les pompiers, les ambulanciers et tout. Donc, il doit être assez éloigné pour que les personnes soient en sécurité. Et si l'entreprise elle est assez vaste, assez grande, vous pouvez avoir plusieurs points de rassemblement, pas juste un seul. Vous devez aussi indiquer le lieu des trousses premiers secours. Ça veut dire là où il y a une trousse premiers secours, vous avez cette affiche affichée sur le mur. Comme ça, les personnes peuvent la voir et avoir accès. Il faut aussi indiquer le lieu des stations d'alarme manuelle. Ça, c'est l'alarme d'incendie. Donc, peut-être en cas de panne d'électricité, il ne sera plus visible. Donc, on va donc mettre le symbole, donc station d'alarme manuelle. On doit aussi nommer la personne responsable d'utiliser la brise de glace ou bien de mettre l'alarme en fonctionnement. Donc, il faut aussi l'indiquer. Et les robinets d'incendie armé aussi, on doit les signaler. Donc, cette signalisation, elle est aussi commercialisée, donc les panneaux et tout ça, avec des dimensions différentes, une qualité différente. Surtout pas, il ne faut pas les imprimer et l'afficher, ça sert à rien du tout. Même le côté esthétique du chose, il n'est pas... Parce que moi, j'ai vu des entreprises, des petites entreprises qui font ça, on imprime donc voilà l'affiche et on colle sur le mur, ça c'est pas vraiment très adéquat. Donc, il y a des panneaux, il y a des affiches qui sont commercialisées, qui sont en bon état, fluorescents et tout. Vous pouvez donc, l'entreprise peut les commander. Et aussi, il faut signaler les risques dont je vous ai parlé, les produits dangereux inflammables par exemple, le danger électrique, le lieu des extincteurs, donc tout ça, on doit donc les signaler. Voilà, que ce soit sur le plan d'évacuation, pour tout ce qui est danger, non. Les dangers, on ne va pas les signaler sur le plan d'évacuation. Juste en réalité, vous pouvez quand même indiquer le danger électrique parce que le danger électrique, il favorise les explosions et tout. Mais pour le reste, c'est pas important. Donc, ce plan doit être entre les mains du coordinateur parce que je laisse ça par la suite parce que je vais vous parler aussi de l'équipe d'urgence, mais c'est après. En fait, on reste sur ça. Vous rédigez que ce soit vous-même ou bien une société prestataire de services, votre plan d'évacuation, la signalisation qui accompagne le plan d'évacuation, et c'est nécessaire de mentionner les classes de feu et les types d'agents d'extinction parce que vous devez quand même vérifier est-ce que les bonnes extinctions sont placées dans les bons endroits et aussi sur donc, le plan d'évacuation, vous devez indiquer les types en fait des extincteurs qui existent. Là, tout simplement, les extincteurs ils se différencient selon l'agent d'extinction qui existe dedans. Il y a des extincteurs à base de poudre, il y a des extincteurs avec le CO2, il y a des extincteurs avec l'eau, il y a des extincteurs avec de la mousse. Donc, ce type d'extincteur, il correspond à une classe de feu. Et la classe de feu, ça dépend de la nature de la matière combustible. Par exemple, feu de matière solide avec formation de braise. Tout simplement, lorsque vous avez du bois et textile. Donc là, c'est une classe de feu numéro A, ou bien plutôt, c'est la classe de feu A. Les extincteurs que vous pouvez utiliser là-dessus, à poudre, à mousse, et les feux de graisse, pour les feux de graisse.
Donc là, pour par exemple l'extincteur à poudre pour métal, il ne va pas être efficace parce que là, il s'agit du bois et du textile. Peut-être ça peut aussi aggraver la situation parfois. Donc, on va choisir le bon extincteur pour la bonne classe de feu. Aussi, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises, parce que ça c'est dans la réglementation déjà, dès la construction, ils ont déjà les extincteurs adoptés et tout. Donc, votre rôle, c'est juste de copier ça sur votre plan d'évacuation et aussi de mettre la fiche, parce que même à côté de l'extincteur, on va mettre la fiche qui indique qu'il s'agit d'un extincteur. La classe B, quant à elle, c'est pour tout ce qui est liquide ou liquéfiable, comme les essences, pétrole, donc les produits inflammables liquides. On va installer que ce soit un extincteur à poudre, à mousse, à CO2 ou bien à graisse, ou bien plutôt pour les graisses. Vous avez feu de gaz, ça veut dire vous avez une matière sous pression, comme le propane. Donc là, il est interdit d'utiliser des autres types. On va utiliser un extincteur à poudre pour feu brésant. Ça va aider à extincter rapidement le feu. Feu de métaux, d'aluminium, magnésium. Donc, il y a un extincteur spécialement dédié. Feu de graisse, ça veut dire végétal ou animal. Donc là, extincteur feu de graisse. Par exemple, sur les installations électriques, on va utiliser un extincteur à poudre ou bien plutôt à CO2. On ne va pas utiliser de l'eau, c'est assez clair. Donc voilà, donc vous avez des classes de feu et pour chaque classe de feu, vous avez des types d'extincteurs associés. Là, un exemple voilà, réel de plan d'évacuation. Ça, c'est pour une multinationale italienne qui est dans la zone franche voilà, de Knetra, la ville de Knetra. Plan d'évacuation, donc, qui indique les voies de secours, qui indique le point de rassemblement, l'emplacement des extincteurs. Bien sûr, là, il n'est pas assez clair, mais en réalité, le plan va être sur des dimensions plus grandes. Il doit être affiché d'une façon très claire. Voilà, donc ça, c'est un peu pas visible parce que j'ai dû, en fait, réduire la taille du document. Le plan d'évacuation, il doit aussi contenir des consignes d'incendie, aussi les mesures d'urgence et les numéros de téléphone qu'il faut donc appeler et ainsi de suite. Mais ce qui est aussi important, c'est de rédiger ça selon donc les langues utilisées au niveau de l'entreprise et comprises par le personnel. Nous, on avait dans notre cas une société italienne, mais la langue utilisée, c'est l'anglais. Donc, il faut rédiger le document en français, mais avoir une traduction anglaise pour les personnes italiennes. Vous avez aussi en arabe pour les opérateurs et les contrôleurs, voilà, qualité, peut-être aussi les autres personnes, quoi, les femmes de ménage et tout le personnel, les personnes qui ne peuvent pas comprendre les autres normes. Parce que ça ne sert à rien de rédiger un tel document dans une langue que les personnes n'arrivent pas à comprendre, puisque nous, notre objectif, c'est protéger les personnes. Voilà d'autres modèles de fonds d'évacuation. Oui, d'accord. D'autres exemples de fonds d'évacuation et voilà le mode d'affichage. Donc, vous pouvez voir voilà, comment ils sont affichés sur les murs, les plans d'évacuation, pour aider en fait les personnes à évacuer les lieux en cas de sinistre. Bien sûr, si je vous affiche un plan d'évacuation dans une société et que vous n'êtes pas formé à comprendre de quoi il s'agit, vous ne connaissez même pas c'est quoi ça, vous ne pouvez pas réagir correctement. Donc, les personnes que vous avez en entreprise, après rédaction de ce plan, après en fait affichage de ce plan, vous devez faire une formation interne à ce plan d'évacuation. Vous, le responsable santé et sécurité, avec, par exemple, vous pouvez même faire appel à un organisme extérieur, peu importe la méthode, l'essentiel que les personnes doivent être formées
donc à l'utilisation et à la lecture et la compréhension du plan d'évacuation. Vous pouvez aussi faire des exercices d'évacuation. On imagine qu'il s'agit d'un incendie et on fait un exercice d'évacuation pour voir comment les gens vont réagir face donc au feu. Alors la démarche, c'est quoi? Premièrement, identifier les zones à risque, les zones en fait où le feu, ou bien plutôt où l'incendie et le risque d'incendie est plus élevé que la moyenne. Ça, c'est important pour savoir comment réagir. Déjà, ça, je l'ai mentionné au niveau des catégories de risques. Donc, la pyramide d'apparition du feu. Étape 2, identifier en fait, parce que là, le plan d'évacuation, c'est différent du plan d'urgence. Le plan d'évacuation, c'est juste la partie qu'on va afficher. Mais le plan d'urgence, c'est un document et je vais vous envoyer un exemple réel. Donc, le plan d'urgence, c'est un document, c'est un manuel dans lequel on a plusieurs procédures. Donc, le plan d'évacuation, ça fait partie donc des bonnes pratiques à instaurer dans le plan d'urgence. Dans le plan d'urgence, il faut identifier les zones à risque, identifier les équipements d'urgence besoins d'abord. Si on n'a pas déjà des équipements, on identifie les besoins en équipement. Ou bien, s'il existe déjà, il suffit de savoir le remplacement pour les mettre dans notre plan d'évacuation. Notamment les portes coupe-feu. Voilà un exemple de porte coupe-feu. C'est une porte qui ne laisse pas propager en fait les feux et les flammes de feu. Par exemple, on doit les indiquer au niveau du plan et les signaler. L'éclairage d'urgence en cas de panne d'électricité, les extincteurs portatifs qui existent, les systèmes d'alarme et les issues de secours, les voies d'évacuation. Et vous voyez donc au-dessus qu'il y a une signalisation verte qui indique le sens de l'évacuation. Il faut déterminer aussi les mesures à mettre en œuvre. Définir une procédure d'urgence, parce que là, je vous parle du plan d'urgence, s'il vous plaît. Et le plan d'évacuation, ça fait partie du plan d'urgence. Donc, définir une procédure d'urgence, un plan d'urgence, ça veut dire comment réagir en cas de sinistre. Quand je dis plan d'urgence, on ne doit pas juste prendre en compte le côté incendie, mais aussi d'autres choses. Le déversement, par exemple, si vous avez ce cas. Je dois aussi prendre en considération les blessures et les accidents, comment réagir, tout ce qui est conditions sanitaires. Parfois, il ne s'agit pas d'accident, mais une personne qui est par exemple malade, qui s'évanouit, qui a un problème, pour laquelle on doit faire des premiers secours, on doit appliquer des premiers secours, aussi là, comment réagir et tout. Donc, il faut tout définir sous forme de procédure et réunir ça dans un plan d'urgence ou bien plan d'opération. Cette procédure va énumérer les principales actions qui doivent être réalisées par le personnel en cas d'urgence. C'est un guide tout simplement et il doit énumérer c'est la même chose. Donc, comme j'ai dit, je vous communiquerai donc un exemple de plan d'urgence, comme ça vous pouvez voir de quoi il s'agit correctement. Par la suite, nommer le personnel désigné pour l'évacuation. Parce que là, pas tout le monde va guider les personnes lorsqu'on va avoir un cas d'incendie. Il nous faut une équipe et cette équipe-là, il va être spécialisée donc en tout ce qui est pour guider en fait les personnes en cas d'urgence. Alors, bien sûr que ce n'est pas aléatoire, donc il faut bien choisir les personnes qui vont intervenir en cas d'urgence. Qu'est-ce qu'il vous dit la loi? Parce que là aussi, il y a l'intervention de la loi. Il s'agit d'assigner à l'avance les tâches à confier en situation d'urgence. Il nous faut ce qu'on appelle un guide-fil. Un guide-fil, c'est la personne qui doit guider les personnes
vers les différentes issues de secours les plus adaptées et éviter les zones sinistrées ou enfumées. Alors, c'est quoi l'idée? Le guide file, ça veut dire une personne, une seule personne, pas dans toute l'entreprise, ça dépend de la taille. Par exemple, pour le milieu administratif, on a une personne, pour la production, une personne. Donc, on va nommer un guide file. Ce guide file-là, c'est lui qui va aider les personnes et s'assurer que tout le monde va évacuer les lieux en cas de sinistre. Donc, vraiment, il y a des capacités qu'il doit avoir. Donc, c'est lui qui va les accompagner au point de rassemblement. Ça veut dire qu'il doit avoir d'abord une bonne connaissance du bâtiment. Donc, quelqu'un qui vient d'être recruté ne connaît pas les lieux les plus proches pour faire l'évacuation. Ce n'est pas évident de lui donner et de lui confier la tâche. Donc, on va choisir une personne qui connaît bien le bâtiment et qui a été formée voilà, à tout ce qui est mesures de lutte contre incendie. On doit nommer aussi par groupe un CERFIL, ce qu'on appelle un CERFIL, celui qui doit veiller lors d'une évacuation qu'aucune personne ne reste dans la zone ou l'étage dont elle a la charge. Une fois au point de rassemblement, il doit faire le point avec le guide fil de sa zone et rendre compte au secours extérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose c'est une grande responsabilité. Le guide fil, il va guider les personnes. Le CERFIL, il va rester dans les lieux pour s'assurer que tout le monde a été évacué. Et aussi, une fois une fois au point du rassemblement, il doit donc faire une liste et faire l'appel des personnes pour voir est-ce que tout le monde a pu évacuer. Sinon, il doit alerter les pompiers et les sécurités. Là, encore une fois, il doit avoir une bonne connaissance du bâtiment et avoir été formé. Là, vraiment, ce n'est pas question de hiérarchie. Ça ne veut pas dire que vous êtes responsable QHSE ou bien QSE ou bien SST, peu importe. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui va être le guide fil ou bien le CERFIL. Ça n'a rien à voir. Là, vraiment, ce sont les capacités de la personne elle-même qu'on va prendre en considération. Ça peut être un employé, ça peut être un contrôleur, ça peut être quelqu'un, en fait, qui a cette capacité de réagir en cas d'urgence. Je peux être un responsable santé et sécurité voilà le meilleur, mais en cas de sinistre, en cas de panique, je ne peux pas guider les personnes et tout. Voilà. En général, ça, on le fait, on nomme des personnes, ça reste quelque chose pour se conformer quand même à la réglementation, mais en cas réel, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'il va se produire en cas de sinistre. Mais ça reste donc une préparation quand même. Il faut aussi nommer un responsable pour accueillir les services d'urgence. C'est lui qui va appeler les secours, attendre le service d'urgence et diriger les personnes en autorité vers le coordinateur qui est le guide fil. L'étape numéro 5, c'est réaliser un plan d'évacuation comme celui que je vous ai montré. Donc, vous voyez, le plan d'évacuation, ça fait partie de cette démarche de lutte contre incendie. Préparer les consignes et les affichages, donc ce qu'on a vu, en plus, voilà, de ce type de consignes qu'on va afficher sur les locaux de travail, les numéros, les appels d'urgence, des consignes comme ça que vous pouvez mettre voilà, pour les personnes pour qu'elles soient alertées. Et ça, vous le trouvez partout. Donc, quand je parle de plan d'évacuation, consignes, cette signalisation d'urgence et tout ça, c'est pas juste les entreprises. Vous les trouverez dans les hôpitaux, les organismes publics, n'importe où vous allez trouver ce type d'affichage. Et d'ailleurs, un responsable SST, il peut travailler dans des hôpitaux, dans des établissements publics, dans des entreprises, peu importe. Et aussi, la certification ISO 45001, ça ne concerne pas juste les entreprises. Alors, l'étape numéro 8, c'est former le personnel. Donc, former le personnel, faire une formation lutte contre incendie, former les personnels donc au plan d'évacuation, former le personnel aussi, celui qui va être un guide fil, un CERFIL et tout, et surtout faire des exercices
Voilà des exercices d'évacuation. On va tirer la sonnette d'alarme et fausse sonnette, pardon, des fausses alarmes pour voilà, pour s'exercer. Et ça, c'est aussi, ça fait partie de la réglementation. Donc, l'entreprise doit faire connaître la procédure à suivre lorsqu'on découvre un début d'incendie ou que l'alarme retentit. Donc, le mode de signalement de l'urgence, donc la personne qui va être responsable de déclencher l'alarme, donc la station manuelle, il doit être formé à l'utilisation de cet équipement. Le code de téléphone spécifique, le numéro d'urgence pompier, il y a des personnes qui ne connaissent même pas le numéro des pompiers, par exemple. Donc, il faut les former. Si par exemple, et d'ailleurs c'est le cas pour, voilà, donc pour tout ce qui est station manuelle d'alarme, il suffit de faire une formation générale, lutte contre incendie, et ça fait partie en fait voilà, des activités ou bien des tâches qui vont être expliquées. Les deux sorties de secours les plus approchées ou bien rapprochées de leur aire de travail, donc déjà dans les entreprises, la question du plan d'évacuation, j'affiche par exemple un plan d'évacuation au niveau des locaux administratifs. Alors là, je peux indiquer par un point rouge, par exemple, voilà votre emplacement par rapport au plan. Ça veut dire que vous êtes ici. Comme ça, vous pouvez voir quelle est la voie la plus proche, quelle est la porte la plus proche, et ainsi de suite. Si j'affiche le plan d'évacuation dans le hall de production, j'indique, vous êtes ici par exemple, pour savoir quelles sont les directions et les voies de secours les plus proches. Donc comme ça, vous facilitez la vie aux personnes. La localisation des équipements de protection disponibles, ça aussi, ça entre dans la formation plan d'évacuation, l'emplacement du lieu de rassemblement désigné, le nom du responsable de son département ou de son secteur et de son remplaçant attiré. Là aussi, la liste, s'il vous plaît, des personnes premiers secours, des personnes aussi responsables de réagir en cas de feu, elle doit être affichée avec les numéros de téléphone valables pour les contacter en cas d'urgence. Et voilà, vous pouvez réaliser l'exercice d'évacuation. Donc, pour savoir comment peut-on réagir en cas d'urgence. Donc, voilà, vous pouvez voir sur la photo le serre-fil qui s'assure que les personnes quittent les lieux et le guide-fil, celui qui s'assure voilà, que les personnes atteignent le point de rassemblement. Vraiment, si vous voulez donc savoir plus sur ce cas-là, sur tout ce qui est évacuation d'urgence, il y a des vidéos sur Internet. Donc, vous pouvez voir comment ça se passe l'exercice d'évacuation. Parce que quand même, c'est vous qui va guider donc cet exercice. Quand je dis exercice d'évacuation, ça peut être à la fois un exercice planifié avec la connaissance des personnes. Ça veut dire on les informe et on fait un exercice d'évacuation et ils sont déjà informés. Et à petit, on peut même faire un exercice d'évacuation sans dire aux personnes qu'il s'agit d'un exercice, pour constater comment ils vont réagir. Et d'ailleurs, vous avez également, lorsque je parle d'exercice d'évacuation, il faut toujours évaluer l'efficacité de l'exercice que vous avez fait. Donc là, déjà, en parlant du plan d'évacuation et du plan d'urgence, je vous ai mentionné un ensemble de formations exigées par la loi ou bien recommandées par la loi à faire. D'abord, la formation lutte contre incendie. La formation au plan d'urgence, ça fait partie de la formation lutte contre incendie. La formation premier secours. Il y a aussi, quand je parle de formation lutte contre incendie, il y a vraiment des cabinets qui vont vous faire la formation en interne, voilà, avec des extincteurs réels, comment
on fait des exercices pratiques, comment utiliser l'extincteur, parce que c'est important. Le côté aussi extincteur, s'il vous plaît, bien sûr, il faut avoir un organisme agréé pour contrôler l'état des extincteurs. Ça se fait, si je ne me trompe pas, chaque 6 mois. Et voilà, donc pour vérifier l'état des extincteurs, les extincteurs vides doivent être remplacés et ainsi de suite. Ça vraiment, ce sont des choses voilà, qui font partie des bonnes pratiques en ce qui concerne la lutte, ou bien plutôt le domaine santé et sécurité au travail. Donc, d'autres situations d'urgence qu'un incendie peut survenir: explosion, urgence sanitaire, un déversement de liquide inflammable ou de gaz inflammable, fuite de gaz, libération accidentelle de substances toxiques, panne d'électricité majeure, ça aussi c'est une situation d'urgence. Panne d'électricité, ça c'est pas vraiment dans l'ordre de la santé et la sécurité, pas nécessairement, mais quand même peut-être que ça va causer un mauvais éclairage et ainsi de suite, ce qui va causer des accidents. Coupure de l'alimentation en eau potable ou contamination de l'eau, panne de réseau de télécommunication. Là aussi, ce n'est pas une situation d'urgence santé et sécurité, mais c'est une situation d'urgence qui fait partie du système de management. Parce qu'on va voir par la suite que le système de management, il repose sur de la communication, de la documentation. Donc aussi, tout ce qui est réseau d'information, tout ce qui est télécommunication, ça aussi, s'il y a une panne, ça c'est une situation d'urgence. Inondation, tremblement de terre, pandémie, comme par exemple le corona, donc coronavirus, c'est une situation d'urgence, panne d'ascenseur et ainsi de suite. Mais comme j'ai dit, ça dépend de vous, ça dépend de votre entreprise, ça dépend des types de sinistres que vous pouvez avoir ou bien susceptibles d'avoir lieu. Voilà, tout ce qui est aussi, pour nous ici, par exemple au Maroc, tout ce qui est tremblement de terre, inondation et ça, on ne prend pas en considération. Dans d'autres pays où le risque il est très élevé, bien sûr que ça fait partie des choses qu'il faut intégrer. Mais pour nous, voilà, donc il n'y a pas nécessité. Surtout, on est intéressé par l'incendie, qui est un cas fréquent et qui est aussi réglementé par la législation. Alors, la séance prochaine, Inch'Allah, on va commencer les exigences de la norme. Ça veut dire qu'on va revenir un petit peu en arrière vers l'étape où on a expliqué le PDCA et la High Level Structure et on va essayer de voir les exigences de la norme associées à la High Level Structure et on va voir aussi comment peut-on positionner ces éléments qu'on a vus